Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une forme de travail encore peu connue en France, le job sharing. Concrètement, le job sharing consiste à diviser un poste à temps plein entre 2 personnes avec des responsabilités partagées, des horaires complémentaires et un temps de recouvrement chaque semaine pour se transmettre les dossiers, co-créer et avancer ensemble. Bref, imaginez un poste occupé non pas par une mais par 2 personnes, 2 cerveaux qui œuvrent à une mission commune au travers d'une seule voix. Léna Basile et Florence Pawlowski, elles, connaissent le job sharing sur le bout des doigts. Elles l'ont chacune pratiqué, étudié et aujourd'hui, elles accompagnent les entreprises à le mettre en place. À l'issue de ma discussion avec elles, je me suis vraiment demandé si le job sharing n'était pas une forme de travail qui permettrait d'adresser bon nombre d'enjeux actuels du travail, comme la question du temps de travail, de la santé mentale et physique des collaborateurs et plus largement notre rapport à la performance. Car vous allez le découvrir dans cet épisode, les avantages du job sharing sont nombreux et prouvés. Meilleure conciliation entre vie pro et perso, baisse de l'absentéisme, engagement renforcé et une richesse immense dans la diversité des regards et des compétences réunies pour une seule et même fonction. Dans cet épisode, Léna et Florence nous racontent donc l'origine du job sharing, son fonctionnement concret, ses conditions de réussite et pourquoi selon elles ce n'est pas juste un effet de mode mais un levier d'avenir pour repenser le travail. Bonne écoute! Bonjour Léna et bonjour Florence et bienvenue sur le Tilt. Bonjour Léa, enchantée. Je suis ravie de vous recevoir à mon micro. Il se trouve que vous êtes les ambassadrices en France d'une forme de travail qui était passée sous mon radar toutes ces années. Donc je suis très contente de vous avoir à mon micro ce soir pour que vous puissiez nous parler du job sharing. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette forme de travail, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune sans parler de votre travail, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, je suis une amoureuse des voyages. J'ai une histoire de famille bipatride avec la Grèce et la France. Je suis quelqu'un de très curieuse, un peu hyperactive. J'ai toujours plein d'idées, plein de trucs à faire. Et j'aime passer du temps avec mes amis, ma famille. Et puis oui, j'ai toujours besoin d'être dans l'énergie positive. Et alors moi, je dirais que moi j'aime faire la fête. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, aussi bien pour, danser, mais aussi ce côté partage avec les autres et j'aime aussi organiser des fêtes. Donc c'est le côté recevoir et faire en sorte que tout le monde passe un bon moment, puisse échanger, se retrouver. Donc ça c'est important pour moi et après j'aime bien cuisiner aussi et c'est là où parfois, une certaine forme de créativité, arrive, aussi bien des plats salés que des plats sucrés, et pour toute la famille, pour les amis, voilà, tester. J'aime bien cuisiner toute seule, mais aussi j'aime bien aussi le côté à plusieurs, le faire ensemble. Exactement. Je suis pas une solitaire, voilà. Mmh, beaucoup de convivialité. J'adore.
Génial. Alors, on se l'est dit, on va parler aujourd'hui du job sharing. Alors, une forme de travail qui est, très peu connue en France. Oui, en fait, c'est Est-ce que un vous mode de pouvez me travail qui n'est raconter pas si son nouveau que ça, origine et puis son puisqu'il mode de existe depuis, fonctionnement, les années s'il vous 70. Il a plaît? émergé, en fait, aux États-Unis. Il est arrivé en France dans les années 90. Il y a une petite percée timide, on va dire, dans certaines entreprises, américaines qui l'ont, déployé en France, notamment HP. Et puis, il s'est un peu plus diffusé, on va dire, dans des pays européens tels que la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, dans lesquels aujourd'hui on a un peu entre 25 et 30% des entreprises qui le proposent, donc il est un peu plus mature. En France, on a peiné un petit peu et ça commence à émerger. Donc, on a de belles perspectives justement qui répondent aux leviers des entreprises et des collaborateurs. Et après, pour expliquer, peut-être Flo, tu peux en parler un petit peu plus. Oui, bah, en fait, en quoi ça consiste, c'est ça aussi? Ouais, exactement. C'est quoi finalement, cette forme de travail-là? Mmh. Oui, bah, en fait, c'est le fait, de partager, un poste entre 2 collaborateurs et plus concrètement, pour donner des exemples, après je pense qu'on en reparlera aussi, moi dans mon expérience, la façon dont je l'ai expérimenté, notamment en Allemagne, c'était, bah, de travailler à 60 chacun, avec mon binôme et donc moi, je travaillais du lundi au mercredi et l'autre personne, travailler du mercredi au vendredi. Ce qui fait qu'on a ce temps de recouvrement par exemple, qui était le mercredi et c'est important, en fait, d'avoir un temps de recouvrement pour pouvoir s'échanger, les dossiers, se passer les dossiers et puis brainstormer ensemble surtout, se challenger et manager son équipe si on a une équipe aussi. Donc ce que je comprends, c'est que c'est un seul et même poste qui est partagé entre 2 personnes, et donc qui équivaut à quelqu'un, entre guillemets, une personne, mais là c'est 2, qui fait 120 sur une fonction. Mmh. Par exemple, Ouais. ça peut être 120. Nous, ce qu'on recommande effectivement, c'est un minima à 60 pour qu'il y ait ce temps de recouvrement. Mais ça peut être 70-80, ça peut être 2 fois 100%, ça peut être un 100% avec un 50%. Il y a plusieurs, on va dire, combos, modularités, possibles selon les besoins des personnes et selon aussi les besoins du poste et de l'entreprise. Mmh. Et alors comment est-ce que chacune vous avez, rencontré le job sharing sur votre chemin? Moi, je l'ai rencontré en début de carrière, sans savoir que ça s'appelait job sharing, en fait, parce que je l'ai pratiqué quand j'étais en alternance, donc il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. En fait, moi, pendant que j'étais à l'école, mon binôme était en entreprise et inversement. Donc, on avait des périodes, du coup, en alternance et des périodes en commun, notamment pendant les vacances scolaires. On avait le même job pendant 2 ans. OK. Et toi Florence, du coup? Et alors moi, je l'ai découvert et pratiqué en Allemagne, quand j'ai travaillé chez Beiersdorf, donc Nivea. Et en Allemagne, effectivement, c'est beaucoup plus, courant. C'était déjà présent dans l'entreprise depuis plus de 10 ans. Donc moi, j'ai fait ça, j'ai démarré ça il y a 5 ans. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et à la base, en fait, ce qui était intéressant, c'était surtout des femmes, en fait, qui le faisaient parce elles voulaient, en fait, en Allemagne, bon, c'est vrai que dans la culture allemande, on s'occupe, enfin, les mères doivent s'occuper plus de leurs enfants, on va dire. Si elles reprennent le travail, tôt, elles sont vues d'une mauvaise façon. Et donc moi, je l'ai découvert effectivement, chez Nivea et je l'ai fait à mon poste de direction, Global Category Management et je suis passée de 100% à 60%, voilà pendant 3 ans. Mais moi, c'était plus pour pouvoir avoir du temps pour me former, notamment à l'accompagnement, des jeunes, pouvoir donner des cours à l'université, voilà, avoir d'autres activités et on a été le premier duo, binôme, mixte parce que j'ai eu un binôme et donc on a ouvert la voie et lui, il l'a fait parce que, il voulait il écrit une thèse. Donc il avait besoin de ce temps-là aussi et ce qui fait que voilà, ça donnait des idées à d'autres, donc il y a eu d'autres duos mixtes et même maintenant, il y a même des duos, 100% masculins. Donc on est très content que voilà, ça ait, donné d'autres C'est idées. ce que j'allais dire, c'est peut-être aussi un levier, pour, aller chercher de la parité quelque part dans l'entreprise. Mmh. Bon, je ne sais pas si vous avez creusé ce sujet, mais en tout cas, c'est une approche, que je trouve, très intéressante. Alors du coup, comment ça se passe, concrètement, un job en job sharing? Quelle est la réalité de ce mode de travail-là?
Alors, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est co-responsable sur une même zone de responsabilité, des mêmes missions, un même emploi. Donc, on travaille vraiment sur l'intégralité, on va dire, des fonctions. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'on a des temps de travail qui sont complémentaires. Donc, effectivement, on va avoir des temps de présence qui sont différents selon l'une ou l'autre personne. Et donc, tout ce qu'on va produire, finalement, on va le produire en commun, c'est-à-dire que c'est un peu deux cerveaux, une seule voix. Donc, on produit des choses, on se fait confiance. Donc, quand c'est, on va dire, par exemple, moi, là, actuellement, je suis en job sharing aussi à côté avec Magali dans une structure, en fait, un groupe bancaire. Quand moi, je suis là, c'est moi qui décide et qui prend les décisions, qui avance sur les projets, qui rencontre nos interlocuteurs internes, qui gère la boîte mail, voilà, on va dire, qui œuvre au quotidien. Et quand c'est elle qui est là, bah, elle prend le relais, donc on se passe l'information. Et du coup, bah, potentiellement, elle peut aussi prendre des décisions. Il y a certaines décisions qu'on peut prendre ensemble, qui sont peut-être avec des impacts un peu plus stratégiques ou avec des enjeux plus importants et qui ne nécessitent pas d'avoir des réponses dans l'urgence. Donc, on peut effectivement prendre le temps de brainstormer, d'ouvrir un peu le champ des possibles sur des sujets pour avoir une vision un peu plus large, on va dire. Et l'idée, c'est aussi d'avoir cette complémentarité de vision, cette complémentarité de compétences qui permet d'avoir un peu plus de richesse en fait pour les interlocuteurs internes et puis pour nous aussi pour grandir l'une et l'autre. Mmh. Et j'ai une question sur le recrutement. Là, tu viens de démarrer, une nouvelle expérience en job sharing. Est-ce que ce sont les entreprises qui ouvrent ce poste-là avec, cette modalité-là? Ou alors c'est toi qui as amené dans le processus de recrutement cette possibilité avec un binôme, que tu connaissais déjà? Ouais, là, en l'occurrence, cette expérience-là, on a postulé avec un co-CV. C'était pas un poste ouvert en job sharing, c'était un poste classique en temps complet. Et on a bah, tenté, on va dire. Donc, on a créé un co-CV et on a envoyé notre candidature. On a fait les entretiens à deux et on a suivi un process de recrutement à deux Ça classique. ressemble à quoi un co-CV? Bah, ça ressemble à un CV, mais avec deux têtes, avec deux noms et puis avec bah, une richesse des parcours, parce qu'on va parler vraiment de nos parcours, on va dire, distincts, mais aussi de finalement l'étendue de nos compétences, de nos savoir-faire, de nos projets, de nos réalisations. Donc, ça met en perspective quand même quelque chose d'assez impactant. D'ailleurs, c'est ce que nous a dit notre manager actuel. Quand elle a reçu le CV, elle s'est dit ah ouais, quand même. En fait, il y a un effet waouh forcément parce qu'on cumule, bah là en l'occurrence, on cumulait pratiquement 40 ans d'expérience à deux. Mmh. C'est incroyable. Et dans la manière de gérer les entretiens, est-ce que le recruteur pose des questions aux 2 séparément ou alors il vous voit directement comme une équipe, un binôme? Là, il y a eu les 2. C'est-à-dire qu'on a été tout le temps toutes les 2 dans les process de recrutement, dans les entretiens. D'ailleurs, en face, ils étaient à chaque fois 2. Je pense qu'il y avait une espèce de crainte de se retrouver tout seul face à nous 2. Donc les différents entretiens, ils étaient 2 à chaque fois. Et il y a eu des questions individuelles, voilà, sur certains sujets et il y a eu beaucoup de questions quand même sur, notre duo, en fait et sur, vraiment notre, capacité à faire, notre, savoir-être aussi, à 2. Donc, il y a eu quand même pas mal de questions qui étaient, à vous. Mmh. On y reviendra tout à l'heure sur la manière dont les binômes se forment. Et toi, du coup, Florence, est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment ça s'est passé concrètement, ton, job sharing, chez Nivea à l'époque, de manière, plutôt, pragmatique? Alors, au niveau déjà du démarrage, en fait, moi, j'étais à 100 sur mon poste et j'ai proposé à ma manager, enfin, j'ai aussi demandé à ma manager à passer, en job sharing, et je lui ai expliqué, voilà, pourquoi je voulais le faire et c'est moi qui ai proposé, mon binôme qui lui dit: «Bah, voilà, je voudrais passer en job sharing et en plus, bah, j'ai trouvé la personne avec qui j'aimerais bien le faire». Et donc et bien, elle a rencontré, cette personne, déjà séparément, et puis après effectivement, elle nous a vus, ensemble pour savoir comment on allait, s'organiser parce elle l'avait jamais eu dans son équipe, de personnes en duo, même s'il y en avait, chez Nivea, elle en avait jamais eu elle et au départ, elle était un petit peu,
C'est pas sceptique, mais comme c'est une personne qui est de nature à vouloir tester des choses, elle dit ok, bon allez, je sais pas trop comment ça va se passer, ça va peut-être être challengeant pour moi, mais allez, on tente l'expérience et puis on verra. Et puis finalement, voilà, elle a été rassurée sur notre mode de fonctionnement et peut-être qu'on le verra après, mais voilà, au bout d'un mois, elle nous a dit rapidement, bah, en fait, c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais, ça m'a fait gagner du temps, voilà, ça a été beaucoup plus fluide. Donc elle a été agréablement surprise. Ça, c'était une belle, voilà, une belle réussite aussi, hein. Alors ça m'amène 2 questions. La première, c'est pourquoi avoir, privilégié et suggéré, un job sharing versus un passage, à un temps partiel, plus classique, par exemple? Et puis la seconde question, c'est comment est-ce que tu as identifié en interne, la bonne personne à proposer à ta manager? Alors oui, temps partiel versus, job sharing, pour moi, il y a pas photo. C'est-à-dire que quand on est à temps partiel, concrètement, ça aurait été impossible de garder mon niveau de poste. J'ai un poste de direction. Déjà et en plus, quand on est à temps partiel, bah, en fait, on n'est jamais, serein, en fait. Parce que quand on n'est pas là, il y a personne et moi, je dis très souvent, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais je trouve que, par exemple, à 80, je trouve que c'est une grosse arnaque puisqu'on bah, on travaille 100 finalement, voire plus, on est payé 80 et on a vachement de stress parce que quand on n'est pas là, il y a personne pour prendre le relais. Donc déjà, pour moi, c'était déjà un point, un gros point. Hem Et aussi, oui voilà, job sharing aussi parce que, bah, c'était l'occasion de tester une nouvelle forme de travail pour moi et d'être à 2. Comme j'ai dit en préambule, je suis pas une solitaire donc je pense que ça m'allait très bien et ensuite après comment j'ai fait pour trouver? Eh bien en fait, chez Nivea, on avait un pool un pool, une je sais pas, un groupement une base, on va dire, de personnes qui sont intéressées par le job sharing et une communauté et donc j'ai rencontré, plusieurs personnes, mais c'est en fait, au final, c'est mon binôme avec qui j'ai été qui est venu vers moi aussi, qui m'en a parlé parce qu'on se connaissait, mais on n'avait jamais travaillé ensemble et qui m'a dit: «Bah, tiens, bah, tu pas pensé à ça puisque toi, tu as cette envie, de pouvoir avoir d'autres activités à côté et moi, j'ai besoin de faire une thèse. Bah, qu'est-ce que tu en dis? Voilà, on pourrait peut-être, travailler ensemble». Donc lui, il avait rencontré d'autres personnes. Moi, j'ai rencontré aussi d'autres personnes, mais au final, on s'est dit qu'il fallait qu'on c'était le match, le bon matching, le bon duo. Et est-ce que le job sharing, s'applique à tous les types de postes, tous les types de fonctions? C'est une question qu'on nous pose souvent, et c'est vrai on a des réponses, qui vont être, assez classiques, mais nous, on pense en tout cas que, quasi tous les postes peuvent être, pratiqués en job sharing. En tout cas, dès qu'effectivement on a un petit peu de réflexion et de production intellectuelle, on va dire, pour pouvoir justement, créer de la valeur, que ce soit sur des postes vraiment de non, enfin, comment dire? Non management, hein, d'opérationnel, sur, du manager, intermédiaire ou de proximité, voire même de la direction ou, direction générale. Donc, et que ce soit sur des postes, fonction support ou de la production ou du commercial, voilà, c'est plutôt un état d'esprit et une maturité, une culture d'entreprise qui est importante plutôt que vraiment, le type de poste. Mmh. Et c'est hyper intéressant. Est-ce que vous avez des exemples ou croisés sur votre chemin des postes, toi tu disais Florence que tu étais sur un poste de direction. C'est quoi les grandes craintes des organisations sur des postes comme ça, aussi stratégiques, de les passer en job sharing? Bah, il y en a plusieurs. La première, ça va être de dire mais et ça, je l'ai encore entendu, ce week-end en présentant justement par du job sharing à d'autres personnes et qui m'ont dit: «Mais comment on peut faire pour être aligné?» Parce que quand on est directeur, il faut avoir une vision. Comment on va faire pour être aligné, pour avoir la même vision? Donc ça, c'est voilà, c'est le côté déjà alignement et c'est être sûr qu'on va pouvoir aller dans la même direction. Ça, c'est une première crainte. Et puis aussi après, il y a comment on va s'assurer que, la transmission des informations va bien se faire, que tout le monde va être vraiment au même niveau d'information et cetera. Et puis quand on parle vision, on parle aussi type de management. Quand on a notamment une équipe, bah, comment on est aligné, on va dire, dans le type de management, même si on peut avoir des je pense qu'on peut être de toute façon complémentaires, mais il faut avoir en tout cas une base, commune. Donc c'est déjà ces questions-là, mais peut-être que Léna, tu en as d'autres aussi, en tête dans les craintes, Ouais, bah, dans les craintes, moi je prends ma casquette RH parce que c'est souvent la les craintes RH, c'est: «Ouh là là, il y a 2 personnes, ça va être 2 fois plus d'embrouilles, 2 fois plus de risques humains», dans le sens de contentieux potentiellement ou de
difficultés voilà, de conflits, de sujets humains. Donc ça peut être aussi un sujet de se dire finalement on doublonne le risque humain et aussi les coûts afférents quelque part, parce que là, moi, matériellement, effectivement, tu as deux personnes et tu as deux fois plus de matériel. Tu as aussi des charges fixes qui sont liées à chaque collaborateur qui sont doublonnés. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est ce qu'on affiche aussi avec Florence et on l'a calculé avec un expert en finance aussi, c'est le retour sur investissement, il est largement positif parce qu'effectivement, toutes ces craintes, elles existent. Après, concrètement, quand on le pratique, nous, on a pratiqué toutes les deux, et puis tous les témoignages que l'on peut avoir eus au niveau des personnes qui l'ont pratiqué en duo, on voit bien qu'il y a des bénéfices qui sont énormes, que ce soit en termes de fidélisation, en termes de santé mentale, d'économie de formation, d'économie, on va dire, sur l'absentéisme. Enfin, voilà, il y a pas mal de bénéfices, que ce soit des gains ou des économies, qui permettent de contrebalancer ce coût qui est finalement pas du tout impactant. Aussi, dans les craintes qu'on a, enfin les craintes ou les questions qu'on a, c'est s'il y a un problème, qui est responsable? Ça, c'était une de mes questions. C'est comment est-ce qu'on se D'accord. répartit les responsabilités, justement, dans un binôme comme celui-ci? Alors, les responsabilités au global, en fait, dans le concept et dans l'approche, c'est que les 2 sont, responsables et gèrent les mêmes projets. Donc, quand, il y en a un qui est là, bah, c'est celui qui est là qui gère le projet. Puis après, quand l'autre est là, bah, il continue, il prend le relais. Donc vraiment, en termes de responsabilité, c'est vraiment une co-responsabilité. Tous les 2 sont, voilà, sont vraiment responsables de tous les projets. Après, il y a la question plutôt, on va dire peut-être organisation, mais c'est plutôt du fonctionnel. Là, peut-être que Léna pourra compléter avec la casquette RH. Mais par exemple, si on a une équipe, bon, ben, parfois dans les systèmes, on peut pas avoir 2 managers, on va dire, 2 boss. Donc effectivement, dans les systèmes, bah, telle personne va être attachée à un des deux et telle autre personne va être attachée à un des deux, à l'autre. Mais dans les faits, c'est bien les 2 managers qui vont évaluer, qui vont accompagner la même personne, en fait, de leur équipe. Et après, en termes de responsabilité, s'il y a un problème, effectivement, les 2 vont être responsables. Et peut-être que Léna, tu peux compléter sur ce point-là pour avoir le point de vue RH ou un peu plus juridique. Oui, mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent parce que en France, notre droit social est quand même basé sur la relation individuelle du contrat de travail. Et donc c'est un gros sujet de dire, bon, finalement, sur qui on va taper sur les doigts s'il y a une erreur, s'il y a un sujet. Et donc, la relation individuelle perdure, c'est-à-dire qu'on reste sur un contrat individuel, un contrat de travail qui est soit à temps plein, soit à temps partiel selon la formule choisie. Et après, la responsabilité finalement juridique reste aussi individuelle, même si on peut avoir des zones de partage de responsabilité, ce qui existe aussi, hein, en dehors du job sharing, hein, sur des délégations de pouvoir et des zones de partage, on va dire, partagées. Donc, il faut simplement bien le cadrer et bien le formaliser, et de pouvoir justement arriver à que ce soit transparent et clair pour chacun. Parce que c'est un mode de travail qui est nécessaire, qui nécessite en fait vraiment une organisation pointue et une clarification, que ce soit de la transparence dans la communication, dans la transmission d'informations, mais aussi dans le fonctionnement et dans le cadrage. Et c'est vrai qu'on ne peut pas, comment dire, pratiquer ce mode de travail en se disant: «Bon, bah, c'est bon, ça va le faire, c'est flou», voilà, on fonctionne forcément différemment que quand on est seul et où on est, finalement, l'unique responsable de son propre périmètre. Là, il faut effectivement que l'autre aussi puisse être clair dans ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas, jusqu'où je vais, jusqu'où je ne vais pas, sur quoi on est aligné, sur quoi on n'est pas aligné. Enfin voilà, c'est très important d'être transparent et de pouvoir être organisé et clair sur l'ensemble des missions. Et est-ce que du coup, vous avez des outils ou des bonnes pratiques à partager à celles et ceux qui se lancent dans le job sharing et qui ont besoin de poser ce cadre important pour initier, cette forme de travail ensemble? Bah, déjà, je dirais que c'est important d'être, ouais, d'être accompagné, en fait. Parce que je vois, moi, quand, de pas y aller tout seul,
voilà, comme ça, parce que la fleur au fusil, parce que c'est quand même, voilà, faut quand même bien s'y préparer en amont, avant même de démarrer en fait le duo. Donc ça démarre effectivement autant du matching pour savoir effectivement on va être bien en phase. Et après, c'est de pouvoir voilà bien se caler sur son mode d'organisation, son mode de fonctionnement. Et c'est là où c'est important d'être aidé parce que je vois moi quand je l'ai fait déjà chez Nivea, on a été accompagnés, tous les duos en fait étaient accompagnés pour être sûr que ça fonctionne bien, de bien poser le cadrage, aussi bien au niveau du duo, mais aussi avec le manager et voir l'équipe, notre équipe aussi. Donc ça, c'est en amont, avant de démarrer le travail. Et puis ensuite, de s'assurer qu'on puisse avoir aussi les bons outils pour pouvoir le faire correctement. Notamment, bah, moi, c'est ce que j'ai eu et c'est ce qu'aussi ont Léna et Magali, mais à minima, c'est d'avoir une boîte mail partagée, la même boîte mail, avoir des outils type OneNote ou Notion, enfin, sur lesquels on va pouvoir faire passation des informations, etc. Enfin, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 000, mais d'avoir les bons et d'être bien calé sur comment on va faire la transmission aussi des informations. Donc les bons outils et puis ensuite après au fil, enfin au moins sur les 6 premiers mois, pareil d'être accompagné, d'être coaché. Enfin nous aussi on avait été coaché en fait par une personne externe qui nous a aidé justement à mettre à plat, enfin mettre carte sur table, dire ben voilà quelles sont aussi nos valeurs, comment on fonctionne et puis dire au bout d'un mois on fait un point, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment on peut se réajuster et puis au bout de 3 mois et au bout de 6 mois. Ça c'est important, je trouve. Mmh. Et pour compléter, c'est vrai que nous, on l'a vécu il n'y a pas très longtemps avec Magali, donc on l'a expérimenté en direct, on va dire. Et ce qui est important aussi, c'est d'acculturer l'écosystème. Parce que certes, il y a le duo, on a aussi la relation managériale qui est importante, l'équipe aussi si on est en posture de management, hein, mais aussi les interlocuteurs internes qui souvent ne connaissent pas ce mode de travail, pour qui ça paraît un peu, comment dire, atypique, on va dire ça comme ça, qui attise la curiosité quand même. J'ai trouvé que c'était assez positif parce que finalement, les gens sont plutôt ouverts. Ils voient tout de suite le bénéfice en fait d'avoir 2 personnes et 2 interlocuteurs. Par contre, ça mérite en fait d'être accompagné, voilà, qu'il y ait de la culturation et de l'explication et moi je parle toujours de transparence, mais c'est hyper important. Il faut que ce soit transparent à tous les niveaux en fait. Mmh. Ça m'amène, 2 questions sur la durée de vie du binôme. Comment est-ce qu'on évolue ensemble ou pas, dans l'organisation en termes d'ambition, d'envie d'évolution et cetera? Et qu'est-ce qui se passe si, une des 2 personnes, décide de poser sa démission? Alors comment est-ce qu'on évolue? Ça va vraiment dépendre du binôme, parce qu'on a différents cas. Je sais que alors si je prends mon exemple à la base avec mon binôme, on avait l'intention de continuer à évoluer ensemble chez Nivea. Bon le truc c'est que moi d'un point de vue personnel, je suis rentrée en France, donc je n'ai pas continué malheureusement. Mais sinon on était, on était un poste de direction qui était entre marketing et commercial et en fait on voulait évoluer vers les RH tous les 2. Donc on s'était dit: «Bah voilà, on va continuer ensemble». Donc lui, il continue dans ce poste, le poste qu'on avait tous les 2, mais il m'a trouvé une remplaçante qui, elle, vient, d'Angleterre et qui est basée en Angleterre. Donc, lui est basé en Allemagne, elle est en Angleterre, donc ils travaillent ensemble. Et après, ils verront effectivement comment ils continuent à avancer. Je pense que par rapport à ce point de vue-là, c'est important de bien se caler en amont et puis après, régulièrement, de se refaire le point, en fait, de se dire: «OK, est-ce qu'on est toujours en phase pour continuer ensemble? Quelles sont nos envies?» Et surtout, comme le disait Léna, enfin, d'être transparent et vraiment de se dire les choses. C'est-à-dire que si, il y a un moment donné où on se dit: «Bah, non, je suis pas sûre de vouloir continuer», de pouvoir se le dire. Et en termes d'évolution, on a un exemple aussi, on a interviewé, un duo, d'ailleurs c'est dans un de nos épisodes d'ailleurs de podcast, Florence et Muriel. Elles ont travaillé pendant 21 ans ensemble, chez HP. Elles ont fait 10 postes ensemble. Donc elles ont vraiment fait leur deuxième partie de carrière ensemble. Elles ont fini directrice financière, HP en France et elles ont voilà évolué, continué à évoluer ensemble. Ça les a maintenues dans l'entreprise et même aujourd'hui, elles sont à la retraite et elles font, ce qu'on appelle du retraite sharing presque. Elles se partagent encore des bons plans, enfin voilà, elles continuent aussi à être ensemble. Léna me les a présentées et elles seront à mon micro dans Ah! l'épisode Ah bah oui. d'après. Donc, Ah vous super. pourrez, écouter tout ça. C'est passionnant et j'ai hâte de les interviewer plus longuement. Et c'est vrai qu'il y a pas de date de péremption, je pense. C'est vraiment en fonction, c'est un mode de travail qui n'est pas obligatoirement, le mode de travail que l'on va, pratiquer toute sa vie. Ça peut être vraiment sur un temps donné, on l'a pas forcément dit tout à l'heure, mais ça peut être pour répondre à un besoin spécifique.
spécifiques. On a parlé effectivement d'avoir une autre activité. Ça peut être la parentalité, ça peut être les danses, ça peut être un accident de la vie, ça peut être aussi un aménagement de fin de carrière. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on souhaite pratiquer ce mode de travail. Et du coup, c'est en fonction de ça et des projets effectivement avec le binôme qu'on va pouvoir construire un parcours plus ou moins long, on va dire, de carrière professionnelle. Quand on s'est eu, en visio la première fois, Léna, je te disais que ça me faisait penser, aux binômes qu'on voit dans les agences de communication. Moi, je viens du monde de la com et du marketing, de concepteurs, rédacteurs, et directeurs, artistiques. Souvent, c'est des gens qui se font recruter en binôme, et donc finalement, c'est un peu ça le concept, c'est d'avoir, des compétences, liées et complémentaires presque et de pouvoir, évoluer ensemble. Et du coup, ça m'interroge aussi sur, est-ce qu'il y a des traits communs, des qualités, des types de profils qui sont, plus à même de s'épanouir en job sharing et de «faire le job» entre guillemets, pour l'entreprise? Bah, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est déjà, il faut pas avoir un ego surdimensionné, parce que si on a un ego surdimensionné, ça va pas fonctionner. Parce que le principe, c'est vraiment, 2 têtes, une seule voix. Donc tout ce qu'on fait, on le fait pour le duo, en fait, et pas pour, soi, enfin, pas pour soi personnellement. Au final, on en retire des bénéfices, mais c'est vraiment dans cet état d'esprit. Donc c'est vrai que parfois quand on entend des personnes, j'en ai certaines, hein, qui m'ont dit: «Mais en fait, moi je pourrais pas parce que, moi j'ai besoin me sentir responsable de ce que j'ai fait, enfin qu'on puisse me mettre en avant pour moi, pour ce que j'ai fait». Bon bah typiquement, voilà, c'est pas pour ces personnes-là. Mais il y en a plein d'autres, pour qui, ça va très bien fonctionner. Je pense que déjà pas avoir un ego surdimensionné et puis je dirais en deuxième point, le fait d'être vraiment dans l'authenticité, enfin la transparence en fait. Transparence et honnêteté. C'est-à-dire de vraiment se dire les choses, mettre les choses sur la table quand ça va pas, oser les dire rapidement. Voilà, oser se dire ce qu'il faut, enfin ce qui va pas et aussi ce qui va, hein, bien sûr, c'est dans les 2 sens. Mais là-dessus, c'est de pas jouer un jeu et de garder ses frustrations pour soi parce que sinon en fait, c'est pire que tout. Au bout d'un moment, ça explose et là, ça fonctionne pas. Mmh. Et puis après, il y a forcément une capacité d'organisation, parce que c'est un mode de travail qui nécessite, qui exige quand même une certaine, organisation, synthèse. On fait beaucoup de passation en fait d'informations, donc il faut savoir aller à l'essentiel et puis transmettre la bonne info, pas noyer non plus son binôme sous le flot, on va dire, d'infos. Et du coup, ça demande quand même de la rigueur et de l'organisation. Ça me fait rebondir sur ce point, très précis qui est, justement ce moment de passation d'informations. Tu disais, Florence, que toi, dans ton binôme, en Allemagne, c'était le mercredi qui était en commun. Ça ressemble à quoi un temps de passation d'informations? J'imagine qu'on va pas dans le détail de tous les mails qu'on a traités et de toutes les interactions qu'on a eues. Comment est-ce qu'on va à l'essentiel, de partage d'infos importantes pour que l'autre puisse prendre, la fin de semaine, par exemple? Bon déjà ça se prépare, voilà et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça fait vraiment un travail de synthèse de se dire: «OK, quelles sont vraiment les informations importantes?» et à chaque fois en général, nous ça nous prenait entre à peu près une heure et enfin 1 heure, enfin avec le temps au départ peut-être 1 heure et demie, 2 heures, mais finalement, plus on a l'habitude, plus ça avance vite et nous c'était de nous dire: «OK, quelles sont, les 3 priorités, du moment ou alors de la fin de la semaine que l'autre va devoir gérer?» Les deux trois grosses actualités, qu'il faut avoir en tête et puis ensuite après te dire: «OK, dans la to do, bon, bah, c'est ça qu'il faut faire pour telle date» et cetera et on rentre pas dans tous les détails, mais après on a aussi avec la boîte mail, on avait classé aussi nos emails dans à traiter, à lire, et puis, ce qui est vraiment important, plus urgent, et que l'autre peut voir rapidement. Ça, c'était le mercredi, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, quand je reprenais le lundi, bah, il fallait que mon binôme aussi m'ait fait la passation. Donc là, on n'avait pas de temps en face à face. Parce que quand on a le temps face à face, effectivement, il y a plein de choses qu'on peut se dire en plus. Mais là, par exemple, du vendredi au lundi, eh bien, mon binôme, lui, me mettait effectivement par écrit, voilà, pareil, les 3 grosses priorités, les grandes actualités, mais pas tout, en fait, tout n'est pas détaillé, c'est parce que sinon on perd beaucoup de temps et c'est de se dire: «Bon, ben OK, comme j'ai pris des notes de telle réunion, on va voir, dans notre OneNote, les notes de telle réunion» et il me laissait souvent aussi un vocal, pour, compléter parce qu'en à l'oral, on dit plus de choses que ce qu'on écrit, voilà. Mais Léna, toi aussi, tu l'expérimentes, Mmh. avec Magali? Oui, puis moi, c'est vrai que c'est un rythme un peu particulier parce qu'on a plusieurs passations.
C'est-à-dire que moi, je travaille, c'est lundi, mardi, jeudi, et elle fait mercredi, vendredi. On a le vendredi matin en passation. Et donc, du coup, ça demande, voilà, on ne coupe pas la semaine en deux. On a plusieurs temps de passation. Donc, ça demande encore plus de flexibilité, encore plus de synthèse pour pas perdre du temps, parce que sinon, ça nous demanderait une journée de travail en plus par semaine. Donc, donc là, voilà, c'est intéressant d'aller à l'essentiel et effectivement de se dire bah, peut-être que ça, je le garde aussi pour quand je reviens après-demain, quoi. Voilà, il y a des choses aussi qui sont pas forcément urgentes que l'on peut garder parce qu'on a initié et que ça nécessite pas d'avoir de le traiter tout de suite. C'est vrai, c'est beaucoup d'agilité en fait. C'est de pouvoir s'adapter en tout temps au contexte et puis à la personne qui arrive, qui repart, qui est, enfin, c'est pas vraiment un départ, mais qui fait son temps de travail sur les moments définis. Ce que vous dites, ça me fait quand même beaucoup penser à un duo d'entrepreneurs. Vous savez, on dit souvent que la qualité de l'association fait la qualité derrière et la vision de l'entreprise. Et j'ai l'impression de ressentir un peu ça quand vous me parlez du job sharing. Est-ce que ça vous parle, cette comparaison? Je vous vois rire. Bah oui, ça nous parle parce que c'est ce qu'on vit aussi toutes les deux ensemble avec worksharing. Aussi, enfin voilà, aussi bien, ça me parle effectivement quand j'étais au niveau salarié, mais là, on le vit aussi, nous, worksharing. Donc, on est pour le coup, on est aussi très complémentaires. Dans ce que je vois, enfin voilà, Léna a toujours, l'a dit en préambule quand elle s'est présentée, toujours plein d'idées. Je pense qu'elle a la vision. Voilà, c'est là où on veut aller, on peut aller, et puis voilà, toujours avoir plein d'idées. Aussi une grande qualité, une grande compétence en communication. Et moi, je vais être plus dans la partie comment on rend ça concret, ou peut-être voilà comment on le met en musique. Et puis sur la partie peut-être plus prospection. Mais c'est ce qui fait la richesse aussi de ce mode de travail, hein, parce que, ben, que ce soit, alors nous, dans notre entreprise, on le vit tous les jours, et c'est vrai que on se pose même pas la question de la passation. En fait, c'est tellement naturel que ça se fait naturellement, et voilà, c'est une agilité intellectuelle qui est rentrée dans notre quotidien. Et on voit bien les impacts et les bénéfices pour l'une et l'autre aussi. Tout à l'heure, je disais, ça nous fait grandir, mais c'est vrai, ça nous fait grandir parce que ça nous impose aussi une façon peut-être différente de voir les choses, de travailler aussi. Des fois, ça nous freine un peu. Moi, personnellement, des fois, ça me freine un peu ou ça me fait du bien, où je me dis, oula, ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Et puis, bah, c'est pas mal aussi de se poser sur le sujet et puis voilà, de prendre un peu plus le temps. Et inversement, ça permet d'avoir une vision 360 de sujets peut-être que Florence aurait différemment. Enfin, voilà, donc c'est hyper complémentaire. Et quand on est dans le développement d'une activité, ça permet d'aller encore plus vite, en fait, parce qu'on va être vraiment sur un 360 degrés. Alors que quand on est seul, bah, on a forcément un prisme qui est plus petit parce que on n'a pas la tête devant, derrière, donc forcément, on est plus limité. Donc c'est aussi la puissance quand on fait, et on en rencontre pas mal, hein, des co-CEO, mais même dans des grosses structures, hein, pas que des startups et des petites structures, même au niveau d'entreprises qui sont dans des volumes, on va dire des tailles importantes, parce que il y a un vrai intérêt de performance pour les entreprises. Et j'ajouterais aussi que je trouve que la force de ce mode de travail, et notamment alors, quand on crée son entreprise notamment, c'est de se dire quand on est tout seul, parfois, enfin les montagnes russes, là, on les vit tout seul. Sauf que là, en fait, on les vit à deux. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que bah, le moment où peut-être moi j'ai un coup de mou, bah, Léna, elle va pas, c'est pas le moment où elle a son coup de mou et elle va me rebooster, et inversement. Et ça, c'est un vrai plus parce que peut-être que parfois on se dirait bah, j'abandonne ou alors non, on va pas y arriver. Et puis en fait, bah, l'autre est là. Et c'est aussi ce que j'ai remarqué même en étant salarié, enfin voilà, en job sharing, c'est que quand on est à un poste pareil de direction ou manager, et pas que hein, finalement, il y a des moments où on est peut-être plus ou moins motivé et en fait quand on a l'autre, ça rebooste. On se sent pas, voilà, on se sent moins seul et on peut confier plus, voilà, on peut aussi plus se reposer sur l'autre, en tout cas tenir compte, enfin être soutenu par l'autre et soutenir l'autre inversement. Mmh. Tout à l'heure, Léna, tu parlais des bénéfices RH, purement RH, de ce mode de travail-là.
donc baisse de l'absentéisme, du turnover. Est-ce qu'il y a des chiffres un peu clés qui nous permettent, de prendre la mesure, en fait, de ce que ça peut apporter, dans une équipe et une entreprise? Oui, on a des chiffres. Alors, c'est comme tous les chiffres, selon les études, selon les endroits et cetera. On peut les manipuler un petit peu comme on veut, mais effectivement, on a des chiffres du type, par exemple, on a une augmentation, de 20 de l'engagement des salariés parce que, effectivement, on a un mode de travail collaboratif. Souvent, les collaborateurs sont contents, que leur entreprise, leur propose ce mode de travail qui répond souvent à des enjeux et à des problématiques. Alors, quand je dis problématique, c'est que c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, c'est souvent un casse-tête chinois de se dire: «J'aimerais bien avoir du temps pour faire autre chose, peu importe les raisons, mais j'ai pas envie de lâcher mon job et j'ai pas envie de lâcher aussi mes responsabilités». Parce que, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais c'est que souvent le temps partiel aussi, on descend, on baisse en responsabilité. Parce que, les postes, de management, d'expertise, de direction, stratégique, on va dire, il y en a peu qui existent en temps partiel parce que l'entreprise, elle a souvent besoin d'avoir un temps plein sur ces postes-là. Donc souvent, c'est un casse-tête et notamment, bon, on a vu, hein, le job sharing s'est développé, en Allemagne, par exemple, sous le format de la parentalité parce que ça répondait, justement aux besoins des mamans. Malheureusement, on va dire ça comme ça, mais ça a été une opportunité effectivement de dire, pour les mamans qui ont envie de prendre du temps avec leurs enfants, comment est-ce que je peux faire pour ne pas mettre un coup de frein à ma carrière? Et donc du coup, ça répond aussi, on parlait tout à l'heure de la baisse d'absentéisme, mais effectivement parce que, en fait, la santé mentale, elle est protégée, pour plusieurs raisons. Parce qu'effectivement, tu es plus serein dans ton job, parce que tu as pas à choisir et à faire une croix sur ton pro ou ton perso. Tu as aussi ce que Florence disait tout à l'heure, le soutien, en fait, psychologique de l'autre aussi et la prise de confiance aussi. De se dire, en fait, quand on est 2, on se donne confiance, et du coup, on peut casser les plafonds de verre aussi. Donc, voilà, tu as pas mal de d'éléments, en fait, qui sont, statistiquement et chiffrés, en fait, par des études, hein. Nous, à côté, on est en train de rédiger un livre blanc aussi sur le sujet où on va avoir pas mal de data qui vont, être plus, en ligne avec le marché français, parce qu'il y a énormément d'études, qui existent, aujourd'hui à l'étranger sur le job sharing, mais pas en France. Donc là, on a fait intervenir aussi des étudiants et des écoles sur le sujet pour avoir mais le retour sur investissement dont on parlait tout à l'heure, on l'a calculé, il est à 157 pour donner un chiffre. C'est-à-dire que tu as investi 1 €, tu récupères, 2,57 € en gros, si on fait simple. Donc il y a vraiment un intérêt, pour l'entreprise financièrement. Si on parle aux financiers, aux DG, qui ont besoin d'avoir des éléments concrets et chiffrés, c'est un investissement, très intéressant. Je voulais compléter en disant, quand on a fait effectivement ce travail avec enfin, on est en train de le faire avec les étudiants et avec un directeur financier et quand on a aussi, interviewé, en fait, on a eu la chance d'interviewer, les managers, du duo que tu vas, bientôt avoir dans ton podcast et c'est hyper intéressant parce qu'eux, étaient dans la partie financière aussi, enfin direction financière et quand on leur a demandé: «Mais en fait, pour vous, combien ça coûte?» enfin le par rapport au coût en fait d'avoir 2 personnes, qu'est-ce qui fait que vous avez dit OK et cetera? Ils nous ont dit: «Mais en fait, pour nous, c'est même pas une question, ce coût de 20 de plus, enfin 120 ou un peu plus, parce que vu ce qu'elles produisaient, parce qu'elles ne travaillent plus, mais ce qu'elles produisaient, ce qu'elles rendaient et ce que ça me faisait gagner comme temps et en termes d'énergie et cetera, il y a pas il y a pas photo, en fait». C'était même en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ils ont tous les 2, mais vraiment presque balayé cette question, enfin cette problématique. Ils sont quand même à direction financière, donc pour le coup, ils regardent ces éléments-là. Donc je trouvais ça plutôt puissant. Léna, tu faisais le lien avec, l'Allemagne, avec le fait que ce mode de travail-là était plus répandu pour, la raison de la maternité, mais aussi pour, d'autres raisons. Qu'est-ce qui fait que dans notre, culture française du travail, ça mette plus de temps que dans d'autres cultures à s'intégrer, en fait? C'est une bonne question. En fait, historiquement, on est quand même tout à l'heure, on parlait, voilà, de la relation individuelle du contrat de travail et de tout en fait, notre droit social est quand même très ancré sur la relation individuelle. On est aussi dans une culture très pyramidale avec,
on va dire, un mode de management historiquement paternaliste avec voilà, des silos très verticaux. Et puis, le temps partiel, mine de rien, il a très mauvaise presse en fait, parce que la notion de présentéisme en France est très forte. Et ça a toujours été en fait. C'est vrai qu'on est plus dans une notion de temps de présence plutôt que de productivité, à la différence des pays anglo-saxons qui vont justement dire, bah, en gros, si tu atteins tes objectifs en moins de temps, c'est que tu es bon, quoi. Nous, on va pas forcément aller voir le résultat concret. On va voir le nombre d'heures. Il est là, 18h30, ah bah, il est pas mal. À 19h, super. Donc, je grossis le trait parce que ça commence à changer, mais en réalité, c'est quand même ça. Et c'est vrai que les personnes qui historiquement ont souhaité, par exemple, faire du temps partiel, tout de suite, on les cataloguait dans des personnes qui étaient désengagées, démotivées, qui n'avaient pas d'ambition, qui n'avaient pas envie d'évoluer. Alors que non, en réalité, c'est pas du tout le cas et il y a des personnes qui sont en temps partiel qui ont beaucoup plus d'ambition ou qui sont beaucoup plus engagées que des personnes qui sont là à temps plein, mais qui font juste leur temps de présence. Donc, il y a quand même des comment dire? Des croyances à déconstruire, des stéréotypes, en fait, dans le mode de travail français qu'il faut accompagner. Ça commence et c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, quand même, le job sharing a de l'avenir parce que on voit bien que depuis la crise Covid, le rapport au travail a évolué, les modes de travail sont beaucoup plus flexibles. On a de plus en plus d'entreprises qui travaillent en mode agile. Enfin voilà, on est quand même sur une évolution positive en fait, qui va plus vers effectivement le résultat et la performance plutôt que la présence. Donc ça demande un peu de temps et c'est vrai qu'on voit quand même aussi, ben, quand on en parle avec Florence, les plus «anciens» entre guillemets, bon, bah, c'est un peu plus long, on va dire, dans les arguments. Les plus jeunes, adhèrent beaucoup plus facilement, en fait. Oui, puis je pense qu'aussi en France, on a besoin d'avoir un peu des preuves, de dire, que ça marche, enfin des cas concrets et avant de se lancer, oui, à chaque fois, on a besoin d'être rassuré. En fait, on n'est pas du tout enfin, c'est vrai qu'en France, on n'est pas trop dans le mode de test and learn, contrairement aux États-Unis ou enfin même je trouve, Allemagne aussi, enfin, on a besoin, OK, mais du coup, chez qui à chaque fois les questions qu'on a, OK, mais chez qui, vous l'avez déjà mis en place? Qui le fait? Comment ça s'est passé et cetera. Donc là aussi, il y a besoin bah, au-delà de l'acculturer, en fait, d'avoir des cas concrets, pour pouvoir rassurer et montrer que ça fonctionne, en fait. Mmh. Et alors, qui est le top pays, du job sharing? Qui a le mieux intégré ça, dans sa culture du travail? Les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse et l'Angleterre, voilà, il y a entre 25 et 30 des entreprises qui le pratiquent et ça représente déjà entre 0,5 et 3,5 de la population active qui fait qui travaille en job sharing. Donc c'est vraiment on va dire le podium, je sais pas, de 4. Et puis après, on sait que dans les pays nordiques aussi, ça se fait aussi, enfin pays nordiques de l'Europe, ça se fait aussi parce que c'est aussi dans les mentalités mais c'est eux principalement, pour le moment. Donc on espère bien que la France, va bientôt franchir, va monter sur le podium. Voilà. Mais quand vous dites, tout ça, ça me fait vraiment penser aussi à toutes les questions autour de la semaine de 4 jours, qui rencontrent finalement, les mêmes problématiques, c'est-à-dire celle du temps de travail, celle de faire évoluer, la culture, du temps de travail, le contrat social qui évolue. J'ai l'impression que c'est finalement les mêmes problématiques avec d'autres modalités. Mais bon là, ça s'est un peu calmé avec l'année qu'on est en train de vivre, autour de la semaine de 4 jours. Mais il y a 2 ans, on en entendait énormément parler et les détracteurs revenaient sur ces sujets-là aussi, que vous identifiez avec, les mêmes obstacles au job sharing, en fait. On peut faire du job sharing sur une semaine de 4 jours Alors là, c'est et double répondre challenge. aussi aux enjeux des entreprises. Mmh. Parce que tu as une plage horaire, enfin, de travail qui est beaucoup plus large. Mmh. Génial. Écoutez, merci énormément pour, cette découverte. C'est vraiment, pour moi, une superbe, forme de travail qui, à mon avis, a beaucoup d'avenir, en tout cas dans la manière dont moi je vois, ces sujets-là. Est-ce qu'il y a une question sur cette modalité de travail que je ne vous ai pas posée et qui semble, hyper importante à partager à nos auditeurs? Moi, j'avais en tête, enfin, on en a parlé rapidement, mais c'est vrai que ce qui est central quand même, c'est l'alchimie du duo.
Je pense que c'est vraiment le point quand même qui est central pour que le mode de travail fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer ce mode de travail. Il faut que ce soit un mode de travail qui soit volontariste et qui ait un co-choix, en fait, que ce soit entre les deux personnes et aussi avec le manager. Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place sur un gros volume en disant bah, on passe toute la boîte en job sharing et puis du coup tout le monde doit trouver son duo obligatoirement. Enfin voilà, c'est une des options possibles et c'est aussi le côté flexible et agile, c'est que c'est sur le volontariat et sur le fait que ça correspond pas à tout le monde, mais ça correspond quand même à une partie de la population qui aujourd'hui ne trouve pas de réponse. Et j'ajouterais par rapport à ça pas les conditions c'est pas vraiment de réussite, mais qu'est-ce qui fait qu'on voudrait en faire, en fait? C'est aussi de se dire, ça peut être aussi pour un moment donné de sa vie, on a besoin, en fait, d'avoir, ce mode de travail parce qu'on a besoin d'avoir du temps à côté pour pouvoir faire d'autres choses. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on n'a pas complètement beaucoup parlé, mais ça peut être, aussi bien, soit pour reprendre ses études, pour s'occuper aussi d'un proche, tous les aidants en fait, ça peut être aussi, important pour eux et ils en ont pas besoin forcément pour toute leur vie, mais de se dire: «Bah, voilà, à un moment donné de ma vie, j'ai besoin, d'avoir cette flexibilité-là et que ça me permette en même temps de poursuivre ma carrière». Parce qu'en fait, c'est ça quand même le gros challenge quand on se met un peu en retrait ou on travaille moins, le risque, c'est qu'on puisse pas non plus avancer dans sa carrière. Enfin, avancer ou pas, en tout cas, de rester à minima là où on en était. Donc, c'est de dire, voilà, ça peut être pour un moment donné de sa vie et pouvoir faire d'autres, voilà, répondre à d'autres besoins. Même, on se disait aussi sur les seniors, accompagner l'emploi des seniors, les maintenir plus longtemps dans l'emploi, en fait. Certains ont envie de continuer à travailler, peut-être pas forcément à 100%, ont envie de transmettre, mais du coup, ça peut être aussi une belle opportunité. Donc, Ouvrir, ouvrir ses chakras aussi Ouais. et de se dire: «C'est En possible». tout cas, c'est prometteur et puis c'est en phase, en tout cas, c'est modulable et en phase avec, les challenges à venir sur le monde de l'emploi. Donc, super et du coup, je vais vous poser ma dernière question qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si vous pouviez, constituer votre board de rêve dans lequel vous mettriez, personnalités, entrepreneurs, des gens autour de vous, qui seraient là pour vous accompagner tout au long de votre carrière. Qui est-ce que vous, mettriez dedans? Voilà, alors moi j'avais 2 types de boards. Quand 1 fois quand j'y réfléchis, je me dis, bon, je mettrais Léna, je mettrais mon ancien binôme, que j'avais en Allemagne, plus, une personne qui m'a coachée, enfin qui m'a formée au coaching en Allemagne, qui s'appelle, Johanna Unholm. Et après je me suis dit: il y aurait aussi un autre type de board avec Michelle Obama, Emmanuel Faber et Richard Branson. Pour, ce combo, vision, engagement pour la société, en même temps sororité, humain. Voilà et puis le côté aussi international que j'aime bien. Magnifique. Je vois que tu as contourné la consigne, Florence. Tu m'en as fait 2. Je Ah rigole. voilà. Je rigole. Et toi, du coup, Léna? Alors, moi, je suis partie sur des personnages Disney. J'adore les Disney. Ça marche, j'ai le droit. Tout à fait. Tu as le droit de m'en mettre 6. Oh punaise. Alors moi, j'aurais mis déjà dans le board, alors j'aurais mis quelqu'un qui s'occupe de toute la partie RSE et je réfléchissais, je me disais à la princesse Pocahontas, tu vois, qui était connectée justement à tout ce qui est nature, qui est l'équilibre entre les hommes et l'environnement, enfin voilà, toute cette partie éco-responsabilité. J'aime bien aussi, je ne sais pas si tu as vu dans Les Indestructibles, la petite dame Edna, là, avec les grandes lunettes, qui s'occupe de tout ce qui est, on va dire, finance, organisation, enfin voilà, d'être structurée, on va dire, l'entreprise pour gérer de façon aussi ouais, carrée, quoi, on va dire. Et puis bon, c'est pas très, très objectif, mais la partie RH quand même, parce que s'il y a pas d'RH, la boîte, elle peut pas tourner quand même, hein, faut se dire les choses. Non, j'étais partie sur La Belle de La Belle et la Bête, parce que je trouve qu'elle est, voilà, elle apporte en même temps ce côté cultivé, apprentissage, curiosité, et puis aussi le relationnel, le lien, le fait d'avoir voilà, cette capacité à voir l'autre à travers, au-delà, on va dire,
de la façade. Donc je dirais ça. Et puis, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai jamais le côté commercial, moi, dans mon board. C'est ça le problème. Qui est commercial dans les Disney? Je prends Florence dans mon board qui ira avec tous mes personnages Disney. Je déguiserai en princesse, promis. En tout cas, Léna, chapeau, parce que je ne sais pas à combien d'épisodes je suis, à 120 peut-être. Et je n'ai jamais eu de board Disney. Donc celui-là, franchement, il est pépite. On voit la créativité de Léna et toutes les idées. C'est clair. Florence et Léna, vraiment un grand merci pour cette discussion. Je mettrai toutes les informations en barre de description pour celles et ceux qui veulent découvrir plus de votre travail et ce que vous faites avec Worksharing sur le job sharing. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Léa. Un grand merci, Léa. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Léna Basile et Florence Pawlowski. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le job sharing et en quoi cette forme de travail peut répondre aux enjeux d'aujourd'hui, tout en apportant plus de richesse et de flexibilité aux collaborateurs et aux organisations. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le noter sur Apple Podcasts et Spotify en mettant 5 étoiles et un commentaire sympa. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt.